Cathy Bisraor qui est en ligne, en direct avec nous depuis Jérusalem. Bonjour Cathy. Bonjour Claude. Quel temps fait-il chez vous, ma chère Cathy? Il fait un temps magnifique, Claude. On appelle ça le printemps hivernal en Israël. Ça fait plusieurs jours déjà qu'il n'y a pas de pluie, il y a un soleil magnifique et même les températures en augmentation de près de plus de 20 degrés dans le centre du pays. Eh bien voilà une bonne nouvelle. Alors passons aux autres bonnes nouvelles, même si les conséquences ou la suite ne sont pas bonnes, enfin sont tristes puisque tous les otages ne sont pas rentrés. Sujet numéro 1, libération de certains otages. Absolument, ça a été la bonne nouvelle d'hier et cette bonne nouvelle qui se poursuit depuis quelques semaines maintenant avec ces libérations d'otages qui reviennent véritablement de l'enfer et que l'on voit revenir certains difficilement, certains avec le sourire, mais au moins ils sont ici en Israël. Et je veux justement faire référence à la petite phrase que vous avez dit que c'est pas facile. Et c'est sûr que c'est pas facile. Je crois que même et peut-être surtout les gens qui étaient pour cet accord disent en même temps du fait qu'ils sont pour cet accord, dire que le prix à payer est un prix terrible quand on voit ces terroristes qui ont du sang sur les mains, qui ont signé parmi les attentats les plus douloureux, dramatiques, inhumains que Israël a connus ces 20 dernières années. Lorsqu'on voit ces terroristes reprendre et revenir à la liberté après avoir tué des femmes et des enfants et quelquefois même des bébés, des choses vraiment terribles, c'est sûr que c'est terrible. Mais d'un autre côté, comme disent ici en Israël, vous savez, l'ADN du peuple juif, c'est que c'est pas possible de laisser quelqu'un de l'autre côté de la barrière, même si le prix est dramatique. Et donc, tout en sachant que le prix est dramatique en Israël, on continue évidemment à être avec beaucoup d'émotion de voir ces otages revenir un par un à la maison après tellement de mois et de mois d'enfer. Alors cette libération des otages nous a montré une fois de plus les macabres mises en scène faites par des individus assoiffés de sang. Nous le savons, ça fait partie de leur ADN par contre, et qui une fois la cérémonie terminée se déshabillent et deviennent des citoyens normaux de Gaza, mais non pas des citoyens, mais des terroristes parmi ces boucliers humains dont ils font peut-être parfois partie. Et en Israël, ceci, comment est-il ressenti? Écoutez, j'ai presque envie de dire que vous avez décrit presque mot par mot comment c'est ressenti en Israël. Ce que vous avez dit, je crois que chaque Israélien peut le dire avec vous, Claude. C'est sûr qu'il s'agit d'une mise en scène, je veux dire, grotesque. C'est pire que ridicule même. Utiliser le mot de grotesque et je pense que personne n'est dupe. Peut-être certains, évidemment, ne sont pas dupes, mais la grande majorité des Israéliens, évidemment, et surtout, pas seulement des Israéliens, dans le monde, on n'est pas dupe de qu'est-ce qui se cache derrière cette mise en scène grotesque et également, soi-disant, cette pochette qu'on a vue de cadeaux, de diplômes de libération qu'ils obtiennent. Enfin, toute cette histoire est totalement grotesque. Et je crois qu'il faut se rappeler que ce qui s'est passé jeudi dernier, lorsque ont été libérées ces trois jeunes femmes, on se rappelle ces images, ces deux jeunes femmes et cet homme de 80 ans, ces images terribles où on était à quelques millimètres du lynch, d'un lynchage par des civils, et de voir ces civils hurler contre à la libération de cet homme de 80 ans, de cette gamine de 20 ans, de cette jeune femme de 25 ans qui a été emprisonnée toute seule pendant plus d'un an. Et en Israël, c'est pas seulement malheureusement en Israël, on comprend très bien, si vous voulez, que on peut pas vraiment faire une différence, et c'est ça le drame, entre le Hamas et la population de Gaza. Je dis pas 100% de la population de Gaza, mais une grande partie malheureusement de la population de Gaza non seulement soutient le Hamas, mais également a participé aux actes innommables qu'a fait le Hamas. Il faut se rappeler qu'une grande partie des actes qui ont été faits contre les citoyens israéliens le 7 octobre, ça a été au début par les terroristes du Hamas, mais très rapidement, ça a été la foule du Hamas qui a réussi à s'infiltrer à l'intérieur du territoire israélien et qui ont fait tout ce qu'on sait qu'ils ont fait. Et donc évidemment, en Israël, évidemment, on n'a pas d'autre choix que de savoir à qui on a affaire face à nous. Maintenant, ceci dit, je pense que c'est peut-être, si vous me dites le point peut-être de lueur, d'espoir,
c'est que il y a énormément de pays arabes, y compris l'Égypte, la Jordanie, et évidemment les Émirats arabes, etc., qui eux aussi font la même analyse qu'en Israël, et eux aussi sont plus que catastrophés, mais horrifiés de ce qui s'est passé le 7 octobre et dans la bande de Gaza. Je parle au niveau de la direction, en tout cas, de ces pays. Et c'est, je crois, le point qui peut être positif, parce que peut-être qu'il nous permettra, en fin de compte, d'arriver à un accord justement avec des pays modérés de la région. Merci Cathy. Cathy, il existe à travers le monde beaucoup de témoignages de soutien à ces otages. Et je voudrais vous donner le témoignage que j'ai reçu ce matin. C'est une maman qui s'appelle Yael et qui écrit « Bonjour à tous. Mon fils de 11 ans allume depuis plusieurs mois une bougie pour la libération des otages et principalement pour la famille Bibas. Hier soir, il a allumé 2 bougies. Une pour remercier Hachem, donc Dieu, d'avoir écouté sa prière, et une autre parce qu'on continue à prier et à croire à leur libération rapide si Dieu le veut. Ce matin, il a un match. Il joue pour le Maccabi. Qui est fort comme toi, Hachem ? Il me dit, maman, ce match, je le dédie aux otages. La relève est assurée, Am Israël Hay. C'est exceptionnel qu'un gamin de 11 ans puisse s'exprimer comme ça. Oui, écoutez, je crois que c'est très émouvant ce que vous racontez. D'abord parce que l'âge de cet enfant, mais également, si vous voulez, ça, à mon avis, ça symbolise bien ce qui se passe, pas seulement dans le monde juif. Hein, dans le monde juif, c'est clair, mais également en dehors du monde juif, le soutien énorme qu'ont eu ces otages véritablement à travers le monde. Et lorsqu'on parle de soutien aux otages, on dit également non au terrorisme, non au djihad islamique, non à cet islam sanglant qui a explosé au grand jour déjà depuis quelques années. Et je crois que c'est très important de continuer à soutenir, parce que vous savez, cette guerre-là que Israël mène, c'est pas seulement une guerre sur le terrain, on le sait, on s'en aperçoit, c'est une guerre également dans le monde, dans les réseaux sociaux, une guerre psychologique. Et malheureusement, il y a des soutiens très vastes de ces Palestiniens sanguinaires, de ces terroristes sanguinaires à travers le monde. Et je crois que c'est très important de continuer à soutenir ce qu'il faut soutenir, non, les otages et l'État d'Israël et son droit à l'existence. Merci Cathy. Venons-en au deuxième sujet de ce matin. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre de la Défense Israël Katz ont choisi Eyal Zamir, 59 ans, comme prochain chef d'état-major de Tsahal. Une nomination qui doit être validée, bien sûr, par le comité consultatif des nominations de hauts fonctionnaires, et le gouvernement fera de lui le premier chef d'état-major issu des forces blindées depuis David Dado Elazar dans les années 70. Quels commentaires pouvez-vous tirer pour nous ? D'abord, c'est presque sûr qu'il sera validé en fin de compte cette nomination, et je veux commencer par la fin de ce que vous avez dit, parce qu'à mon avis il y a là un symbole qui correspond véritablement à ce que vit Israël depuis le 7 octobre, parce qu'en fin de compte le 7 octobre, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu en fin de compte que l'armée légendaire de l'État d'Israël, le Tsahal, l'armée de l'air israélienne, l'armée des unités d'élite, l'armée des James Bond de l'information, des James Bond de ces unités super élite qui savait espionner dans le monde entier par des moyens technologiques fabuleux. On s'est vu en fin de compte que cette armée-là, en fin de compte, n'est pas arrivée à défendre Israël, en fait, à défendre ses citoyens. Et face à ça, si vous voulez, il y a l'armée blindée, il y a l'armée terrestre, il y a cette armée-là qui est l'armée du terrain, en fin de compte. Et je crois que c'est symbolique, c'est peut-être pas seulement un hasard que le nouveau chef d'état-major, Eyal Zamir, vienne justement de cette armée terrestre. Il a fait toute sa carrière militaire au sein des chars, au sein de l'armée terrestre israélienne, et je crois qu'il y a là quelque chose qui est un message également vis-à-vis de l'armée, parce que à Tsahal, tout le monde le dit ici en Israël, ce qui s'est passé, on se rappelle à Kippour, et ce qui s'est passé le 7 octobre, en fait,
c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que l'armée israélienne était emprisonnée à l'intérieur de sa propre prison, de son propre génie quelque part, si vous voulez, de sa propre logique. Et c'est possible, et c'est peut-être pas possible, c'est sûr qu'il faut introduire à l'intérieur de l'armée israélienne d'autres voies, d'autres manières de penser, d'autres systèmes de pensée, justement, et non pas un système unique qui avait été celui pendant des années et des années, et on a vu où ça a mené au 7 octobre. Alors c'est sûr que après le 7 octobre, on a vu le génie de l'armée israélienne, le succès de l'armée israélienne, tout ce qui a été fait, et contre le Hamas, et contre le Hezbollah, et etc., et d'autres choses qu'on peut même pas encore raconter. Mais si vous voulez, ce 7 octobre, ça montre véritablement des erreurs très graves de l'armée israélienne, et là, justement, la nomination d'Eyal Zamir qui vient avec une toute reconception de l'armée, c'est ça en fait le message. C'est Tsahal aujourd'hui, après le 7 octobre, après cette année terrible de guerre, doit changer son optique. Il y aura évidemment des défis énormes qu'attendent Eyal Zamir, et s'il y a peut-être un point positif, c'est qu'il fait l'unité. On a oublié les critiques, etc. Et dans l'ensemble du monde politique de gauche à droite, on applaudit à la nomination d'Eyal Zamir. Merci Cathy. Ça chauffe toujours en Judée-Samarie et des opérations de plus en plus précises sur le camp de Jenin en particulier et tout le Carême aussi. Et là aussi, c'est un lien avec le premier sujet des otages et de la guerre, parce que je pense que ce qu'on voit actuellement se développer à Jenin, Claude, aurait été inimaginable avant le 7 octobre. Israël prenait des gants, tout simplement, et laissait se développer en fait des poches terroristes. Alors au début, c'est une maison qui est avec des armes, après c'est une rue, après c'est un quartier, et après c'est des attentats au cœur de Tel Aviv ou le 7 octobre. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, la politique d'Israël, c'est de dire patience zéro. Dès que il y aura une tentative de lever le nez, que le terrorisme tente de faire quelque chose, immédiatement ça sera jugulé. Et c'est exactement ce que l'on voit actuellement, cette opération spectaculaire, il faut le dire, à Jenin, qui dure déjà depuis quelques jours et qui va durer des semaines. C'est ce que dit l'armée israélienne, car Jenin est considéré comme un des pôles, un des fiefs du terrorisme, à partir desquels sont partis des terroristes. On a vu des attentats dernièrement à Tel Aviv, on a vu des attentats en Judée-Samarie. C'est la grande majorité à partir de Jenin, et donc c'est ce qui est en train de se passer actuellement, des opérations de nettoyage, pour reprendre l'expression de l'armée israélienne. Et ce qui est intéressant, c'est que le nouveau chef d'état-major a déjà parlé sur ce sujet, a dit ça, on va pas s'arrêter à Jenin. C'est-à-dire que même les regards se portent notamment dans la zone de Hebron, où également il y a des poches terroristes du Hamas, et là également Israël a l'intention d'agir, et d'agir avec beaucoup de fermeté. Maintenant, un autre point qu'il faut souligner, c'est qu'une partie seulement de ces opérations sont menées en coopération avec l'autorité palestinienne. Alors, leur efficacité est évidemment très limitée, mais tout de même, on voit dans certains cas une participation de l'autorité palestinienne. C'est trop tôt pour dire si ça sera sérieux, mais il faut espérer que dans le monde palestinien, il y aura également des gens qui comprennent que le terrorisme met en danger non seulement évidemment Israël et la région du Moyen-Orient, mais met en danger en premier lieu les Palestiniens eux-mêmes. Merci, merci Cathy. Cathy, nous allons conclure ce journal par l'envol ce matin de l'avion Kanaf Zion, l'avion du Premier ministre israélien qui se rend à Washington. Oui, et là aussi, c'est un lien avec la guerre, avec les otages. Je crois que c'est d'abord un voyage crucial, essentiel, et d'abord avec un symbole. Comme on sait, le premier dirigeant du monde que Donald Trump accueille à la Maison-Blanche, c'est Benjamin Netanyahou. C'est pas un hasard. Donald Trump a voulu donner également dans le choix d'inviter d'abord et avant tout Benjamin Netanyahou un message au monde en voulant dire mon soutien à Israël. C'était lorsque j'ai été pour la première fois président des États-Unis, après que j'étais président, avant d'être élu, et maintenant que je suis réélu, je continue à soutenir l'État d'Israël. Maintenant, c'est un voyage, pourquoi très important? Parce que c'est clair que Donald Trump a une vision très claire du Moyen-Orient. Il veut
en fait bouleverser le Moyen-Orient, et il estime que bouleverser le Moyen-Orient passe par des alliances de paix spectaculaires, beaucoup plus encore que les accords Abraham entre Israël et l'Arabie Saoudite, et il ira dans cette direction, c'est clair. Maintenant, c'est sûr que ça a un lien avec la guerre à Gaza, parce qu'on ne peut pas mener des négociations avec l'Arabie Saoudite sans qu'il y ait une solution, quelle qu'elle soit, avec la guerre à Gaza. Maintenant, on sait également que Donald Trump ne veut plus du Hamas non plus à Gaza. Comment et Donald Trump et Netanyahou ensemble vont réussir à résoudre cette quadrature du cercle? Il faut espérer qu'ils vont trouver les solutions, mais en tout cas, ce qui nous importe pour l'instant, et ce qui est évidemment crucial, c'est que de toute évidence, on a un soutien très clair de Donald Trump des États-Unis d'Amérique vis-à-vis de l'État d'Israël. Merci Cathy. Il est accompagné par des gens de niveau très, très important qui vont aider à faire évoluer les entretiens avec Donald Trump. Et cette délégation comprend également Don Dermer, qui est ministre des Affaires stratégiques, et que Netanyahou envisage de nommer à la tête de l'équipe des négociations pour la deuxième phase. D'abord, Ron Dermer est le bras droit de Benjamin Netanyahou, dans lequel non seulement Benjamin Netanyahou a totalement confiance, mais également qui a la confiance de Donald Trump, qui a la confiance de l'équipe américaine. Et ça, si vous voulez, c'est évidemment un élément crucial d'avoir un homme qui, à la fois, si vous voulez, a la confiance totale de Benjamin Netanyahou et à la fois la confiance totale des États-Unis. Il faut également dire qu'officiellement, vous avez raison, il va être à la tête de ces négociations, mais il faut dire également que Ron Dermer, en fait, se trouve déjà derrière presque toutes les grandes décisions qui ont été prises depuis plus d'1 an maintenant. Dans toute cette guerre, il a accompagné Benjamin Netanyahou dans toutes les grandes décisions, il est au fait de tout ce qui se passe. Et on peut imaginer également que, encore une fois, le fait qu'il ait la confiance à la fois de Netanyahou et à la fois de Donald Trump le met dans une position où son avis sera entendu. Et l'avis de Ron Dermer est un avis qui correspond presque mot par mot à la position de Benjamin Netanyahou, à savoir il faut aller jusqu'au bout des buts de la guerre, ramener tous les otages à la maison. Et le deuxième but, éliminer le Hamas de Gaza. Et il faut espérer qu'avec ces deux objectifs, et avec Ron Dermer à la tête de ces négociations, ces deux objectifs réussiront à être remplis. Cathy, avant de nous quitter, je reviens sur les opérations en Cisjordanie. Quels résultats concrets ont donné ces opérations sur Jenin et Tulkarem? D'abord à Jenin, concrètement, ont été arrêtés ces derniers jours 4 terroristes, Claude, qui avaient été libérés il y a un peu plus d'1 an dans la première accord des otages. La première libération des otages, on se rappelle des enfants, des femmes et des enfants. Il y avait eu plusieurs dizaines de terroristes qui avaient été libérés. Ces terroristes-là sont revenus dans le cercle du terrorisme. Et un a été éliminé, au cours d'une opération, et les autres ont été de nouveau arrêtés. Donc ça, c'est juste quelque chose de concret. D'abord, je pense qu'on ne peut pas parler au passé, mais il faut parler au présent et au futur, car c'est une opération qui a lieu en ce moment même. Mais on voit déjà, si vous voulez, véritablement une jugulation des actes terroristes dans toute cette région. Maintenant, il faut être prudent. On sait qu'on tue et on neutralise des terroristes dans un point et ils renaissent dans un autre point. La lutte contre le terrorisme, et on le sait aussi bien en Europe que dans le monde entier, c'est une lutte sans fin, mais c'est une lutte qui doit être menée pour ne pas justement qu'Israël recommence à connaître la tragédie du 7 octobre. Il semblerait que Donald Trump voudrait interdire aux États-Unis les manifestations pro-palestiniennes, pro-terroristes surtout. Oui, je doute, si vous voulez, que Donald Trump a déclaré, d'abord il a déclaré plusieurs choses, juste quelque chose pour la petite histoire, mais c'est peut-être pas la petite histoire. Il interdit désormais aux communiqués officiels américains d'utiliser la notion en français de Cisjordanie, d'accord? Il dit il n'y a pas de Cisjordanie, c'est la Judée et la Samarie, d'accord? En anglais, Judée et Samarie. Et bon, ça c'est aussi intéressant au niveau du symbole. Judée et Samarie, il utilise, si vous voulez, la terminologie. Il veut que l'administration américaine utilise la terminologie israélienne. Maintenant, sur l'affaire de ces manifestations, Donald Trump, comme Donald Trump, qui a pris des décisions tonitruantes, comme on le sait, vis-à-vis du Canada, vis-à-vis du Mexique, des choses qui soulèvent un tollé énorme également dans certains milieux américains, là également, en effet, a annoncé qu'il interdirait des manifestations qui sont qualifiées par lui comme manifestations pro-terroristes, d'accord? Est-ce qu'il y arrivera?
Je ne suis pas entièrement sûre parce que il faut se rappeler, les États-Unis d'Amérique, une des grandes démocraties, la grande démocratie du monde, a également des systèmes, si vous voulez, pour contrer les décisions du président. Mais en tout cas, le fait même, si vous voulez, que le sujet est soulevé, comment est-ce possible qu'un État démocratique, pas seulement les États-Unis, on peut voir également ce qui se passe en Belgique, en France, en Hollande, au Danemark, autorise en fait des organisations à manifester et à soutenir les actes ignobles qui ont été faits le 7 octobre, et à soutenir le Hamas, et à soutenir Sinoir qui a appelé à tuer, assassiner, violer des femmes, des enfants, etc. Et ça, je pense que même s'il n'y arrive pas au bout du compte, le fait que le président des États-Unis d'Amérique dise tout haut: dans mon pays, il n'y aura pas des manifestants qui vont soutenir le terrorisme. Je crois qu'en tant que tel, si vous voulez, cet appel-là est à mon avis quelque chose qui est très important dans la lutte justement contre le djihad islamique. Merci Cathy, passez un bon après-midi, à la semaine prochaine pour un nouveau journal. En attendant, je vais vous quitter pour aller voir la chaîne Les Animaux, que vous connaissez très bien, parce que sur cette chaîne, on voit ce dont les animaux ont besoin. Ils ne tuent que pour se nourrir, contrairement à certains fanatiques et bestiaux. Merci Cathy, à très bientôt. À très bientôt. Bye bye, c'était en direct depuis